Selon toute apparence, le climat se dérègle. Sécheresses et incendies de forêt d'un côté, fonte des glaciers et inondations de l'autre, les prévisions des climatologues se réalisent. Mais pourquoi les responsables politiques n'ont-ils pas pris leurs avertissements au sérieux et tenté plutôt d'inverser la tendance ? Il y a un effondrement total de la crédibilité, de la confiance accordée aux institutions politiques du pays. On a menti en 2003 sur l'Irak, mensonge d'État. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. Après avoir spéculé contre les subprimes et contre ses propres clients, Goldman engrange 13 milliards d'euros de bénéfices. Entre eux, les dirigeants de la banque ont baptisé cette opération The Big Short, le casse du siècle. On a menti aux gens en 2008 lors de la crise de Wall Street. Personne n'a payé. Totale. Impunité totale de Wall Street. So Obama's talking about all of this with the global warming and that. A lot of it's a hoax. It's a hoax. It's going to be only America first. America first. T'as les 500 premières fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine augmenter de près de 300 milliards d'euros. Plus 30% en un an. Je voudrais en toile de fond de cette vidéo vous partager quelques paysages inspirants du sud du plateau du Vercors, au pied du Grand Vémont, ici derrière moi, qui culmine à 2341 mètres. Vous avez, en partant du col du Rousset, de magnifiques balades à faire en toute saison et qui peuvent vous mener, par exemple, aux anciennes carrières romaines de la plaine de la Quérie, un endroit absolument incroyable et saisissant de beauté à 1800 mètres d'altitude. J'espère que vous goûterez à cette beauté des lieux et qu'elle vous facilitera la digestion du sujet quelque peu rugueux de cette vidéo. Nous avons vu dans la vidéo précédente la responsabilité particulièrement forte de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe notamment, dans le surplus des émissions de CO2 qui s'est accumulé dans l'atmosphère depuis les débuts de l'ère industrielle et qui est responsable du réchauffement climatique. Nous avons vu que sur les 4 différents leviers que nous pouvons utiliser pour réduire nos émissions, il était trop tard pour qu'une action sur la démographie puisse avoir un effet dans les délais que nous impose l'urgence climatique. Nous avons vu également que nous avons posé des attentes irréalistes sur ce qu'on appelle le découplage, qui concerne l'efficacité et l'intensité énergétique, et qu'il est donc indispensable d'agir aussi sur le 4e levier, celui de la richesse par habitant. Et que donc, les pays riches devaient absolument entrer en décroissance si l'on voulait avoir une chance d'interrompre la spirale infernale du réchauffement climatique. Alors, si l'avenir doit nous conduire à abandonner le mythe de la croissance infinie, qui a été jusque-là le guide incontournable des sociétés humaines, intéressons-nous à ce qui fait obstacle à ce changement de paradigme. Je passerai d'abord quelques évidences en revue qui ont malgré tout leur place dans le débat, mais qui ne sont pas selon moi l'essentiel du problème. En premier lieu, il faut considérer que la décroissance, pour tout un chacun, c'est comme arrêter de fumer, perdre du poids. C'est difficile, voire très difficile au début, surtout pour les gros fumeurs et pour les gros mangeurs. En matière de décroissance, ce sont les plus riches qui auront le plus de difficultés. Pourtant, vous le savez, au moins ceux qui l'ont vécu, quand on réussit, qu'est-ce qu'on se sent mieux? C'est tellement agréable de retrouver le goût, l'odorat, le souffle, de se sentir mieux, de gagner en estime de soi, de gagner en liberté. La liberté, justement, parlons-en. Elle est devenue le cœur sacré de notre monde consumériste, le cœur aussi de l'argumentation anti-écologiste. Ces amiches qui voudraient nous empêcher de prendre l'avion, notre voiture, que sais-je encore.
Et je rejoins pour ma part Viktor Frankl, professeur de neurologie et psychiatre, contemporain de Freud, rescapé des camps de la mort, qui voulait construire une statue de la responsabilité sur la côte ouest des États-Unis pour faire pendant à la statue de la liberté de la côte est, et attirer ainsi l'attention sur le fait que la liberté, sans la responsabilité, conduit aux excès complètement délirants, comme ce tourisme spatial déjà évoqué par exemple, quand on veut bien regarder les choses sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est quelque part la question du passage à l'âge adulte qui est posée à la fraction la plus opulente de l'humanité. Nos sociétés consuméristes ressemblent à un adolescent qui ne comprend pas pourquoi il faudrait poser des limites à sa quête de sensations et de plaisir. Dans la vraie vie, la réponse vient souvent d'un accident qui vient nous faire comprendre qu'une part de renoncement est en général salutaire pour soi et pour les autres. Et c'est peut-être une partie du message essentiel qu'est en train de nous faire passer le climat. Sortez de l'adolescence, du no-limit, devenez adulte, sinon ça va très mal se passer. Toujours est-il qu'en matière de liberté, je ne vois pas, autant que certains l'évoquent, poindre des volontés d'imposer une dictature verte. En fait, tout cela est entre les mains de chacun d'entre nous, et soit nous évoluerons ensemble vers plus d'esprit de responsabilité, soit nous devrons faire face à des chaos grandissants ensemble. Parmi les autres freins que l'on peut entendre, oui, la décroissance est une terre inconnue, et nous n'avons pas de repères tangibles nous permettant de nous rassurer par du déjà vécu. Il faut du coup saluer les travaux en cours du Shift Project, le premier sans doute à intégrer l'arrêt de la croissance dans son élaboration collaborative d'un plan de transformation de l'économie française, une façon de commencer à défricher un avenir sans croissance. Non, la décroissance, ce n'est pas le retour au Moyen-Âge, à l'obscurantisme, à la famine. L'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes d'émissions maximum par personne et par an, et il faut nous entraider, faire preuve de créativité pour y arriver de la façon la plus intelligente possible. Quant à amortir les effets sur l'emploi et les revenus d'un engagement en terre inconnue, la pandémie et le sauvetage des institutions financières nous a montré que nous étions capables de sortir des sentiers battus quand on l'estime nécessaire. Mais c'est vers d'autres obstacles, à mon sens plus importants, que je voudrais me tourner maintenant. Il ne vous aura pas échappé que la question climatique doit se traiter à l'échelle mondiale globale. Le CO2 ne connaît pas de frontières. Et c'est un phénomène entièrement nouveau que cette situation où les choix de mode de vie de chaque habitant de la planète peuvent constituer une menace pour tous les autres. Et le réchauffement climatique nous révèle un niveau d'interdépendance que nous n'avions jamais perçu jusque-là. Mais donc, un premier obstacle majeur pour agir en conséquence, c'est la compétition qui régit les relations entre nations. Agir sérieusement contre le réchauffement climatique n'est tout simplement pas compatible avec une culture de compétition, de rivalité entre tous, de lutte pour la domination du monde, de chacun pour soi, de moi d'abord, de revanche à prendre, de retour à la grandeur passée, qui est le lot actuel des relations internationales. Et où chacun guette un faux pas du voisin pour essayer de reprendre à son compte quelques parts de marché supplémentaires, quelques emplois, du pouvoir d'achat pour ces classes moyennes. Et dans ce contexte, un pays qui s'engagerait seul sur le chemin vertueux de la décroissance risquerait fort de se retrouver très vite en très grande difficulté économique et financière. Autre conséquence de cette compétition, il n'y a plus de débat pour savoir si c'est bon ou pas de se lancer dans la 5G. Les autres le font, donc il faut le faire pour rester dans la course. De même pour les impôts. On ne peut pas creuser un écart concurrentiel qui mettrait en danger notre économie. Alors on s'aligne peu ou prou sur les moins-disants, on restitue de l'argent aux entreprises, on rabote les services publics parce que d'autres le font, parce qu'il y a des paradis fiscaux et qu'il n'y a pas de consensus pour y mettre fin. C'est aussi un désastre pour la vie démocratique d'un pays qui n'a plus la main sur les choix essentiels pour l'avenir. Parce que les règles du jeu sont diluées dans tous les recoins de la mondialisation et hors de portée des dirigeants d'un pays isolé. Et l'on peut comprendre la désaffection des citoyens pour des élections qui ne permettent plus d'avoir prise sur ceux qui organisent le cours de leur destin. Et l'on comprendra que dans cette lutte permanente où il faut jouer des coudes pour se faire une place au soleil, les enjeux du réchauffement climatique passent largement au second plan pour la plupart des acteurs. I will not commit our nation to an unsound international treaty that will throw millions of our citizens out of work.
I withdrew the United States from the unfair and one-sided Paris Climate Accord, a very unfair act for the United States. The Paris Accord was not designed to save the environment, it was designed to kill the American economy. I refuse to surrender millions of American jobs and send trillions of American dollars to the world's worst polluters and environmental offenders. And that's what would have happened. Venons-en maintenant à la dévotion pour l'argent, aux dérives de la finance, qui sont un autre très gros obstacle du chemin. Je veux parler de cette incroyable machine qui réunit dans une communauté d'intérêts bien compris des banques, des institutions financières, des multinationales, des fonds d'investissement, des actionnaires, des rentiers, des armées d'avocats, de cabinets d'affaires, de comptables, de traders, de politiques, de membres d'administration qui font des allers-retours lucratifs avec le privé. Tout un petit monde prêt à se vendre au plus offrant, pour qui à moins de 10 000 € par mois, tu n'existes pas, déconnecté des réalités de la vie des gens ordinaires, mais qui tient les leviers de pouvoir et d'influence et qui est faiseur de rois. Et où quelques grands groupes extrêmement puissants disposent de moyens considérables qui leur permettent de faire la pluie et le beau temps en dictant aux politiques ce qu'il convient de faire pour bénéficier de leur soutien. La crise des subprimes de 2007-2009 a été une étape décisive de leur accès à la toute-puissance, puisqu'aucune sanction n'est venue punir des comportements prédateurs de grande ampleur. Dès son arrivée au pouvoir, Obama convoque les 13 principaux banquiers américains. Obama les prévient. Dehors, le peuple vous attend avec des fourches et veut voir des têtes tomber. L'heure est grave. Le pays est entré en récession et les banques ne survivent que grâce aux centaines de milliards de dollars d'argent public injectés dans le système. Obama s'engage à maintenir cette aide, mais réclame en échange le soutien des PDG pour réformer la finance. Les banquiers respirent. Aucune tête ne sera coupée, ni ce jour-là, ni plus tard. En se rendant à cette réunion, les banquiers étaient assez inquiets. Ils pensaient à juste titre qu'ils seraient tenus responsables de l'énorme catastrophe économique qu'ils avaient provoquée aux États-Unis et dans le monde entier. Le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. 6 mois plus tard, Obama se rend à New York. Le rapport de force a changé. Les banques ont renoué avec les profits. Les bonus mirobolants sont de retour et Wall Street se remet à danser sur un air de casino, comme si la crise n'avait jamais existé. En mars 2009, l'administration avait le pouvoir sur les grandes banques, car elle pouvait décider des conditions de leur survie. En septembre, le rapport de force s'était inversé et les banques avaient repris presque toutes les cartes en main. À quoi sert-il, et je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays si des grandes banques, dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans des paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous? Cette année-là, après avoir spéculé contre les subprimes et contre ses propres clients, Goldman engrange 13 milliards d'euros de bénéfices. Son PDG s'accorde un salaire record de plus de 50 millions d'euros. Entre eux, les dirigeants de la banque ont baptisé cette opération The Big Short, le casse du siècle. Les voilà depuis devenus définitivement intouchables, too big to fail, too big to jail, et on s'aperçoit au passage que les notions de conflit d'intérêts ou de délit d'initié, pratiquées à grande échelle maintenant, n'ont quasiment plus leur place devant les tribunaux. Pas étonnant donc qu'ils aient repris très vite leur petit jeu risqué mais très lucratif, jusqu'à rééditer à l'occasion de la pandémie un nouveau casse du siècle. Les banques centrales étant à nouveau obligées d'intervenir massivement pour éviter l'effondrement d'un système économique et financier en coma artificiel depuis déjà quelques années. Et de ce monde merveilleux de toute puissance émerge un noyau de 1% d'hyper riches qui dispose d'une capacité de tout acheter et donc du pouvoir divin de tout faire, un pouvoir obtenu sur l'asservissement du reste de l'humanité et qui leur permet de décider, en dehors de tout contrôle démocratique, vers où doit aller le monde. Un an de crise sanitaire, 1 million de pauvres en plus, à la louche comme ça. Et là, t'as les 500 premières fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine augmenter de près de 300 milliards d'euros. Plus 30% en un an. Mais le challenge est un peu gêné.
Quelle année? Point d'exclamation. Le patrimoine professionnel global des 500 premières fortunes de France approche les 1000 milliards d'euros, soit un bond de 30%. Tu compares quand on voulait déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. C'est pas 1% de cette augmentation des 500 fortunes, c'est 0,23%. Quand on se dit il faudrait mettre tous les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, tu sais, qui s'occupent des gamins dans les écoles, au SMIC, on les met toutes au SMIC, ça représenterait 0,1% de l'augmentation de la fortune des milliardaires. Tu vois, on va nous faire la réforme des retraites, là, rallongée de 2 ans, tout ça. Le déficit prévu, c'est 15 à 20 milliards par an. Ils veulent nous faire toute une réforme sur la retraite. Pourquoi? Pour un déficit qui est égal à 5% de la hausse des fortunes des milliardaires français en une année. Un système hors de contrôle donc, qui a pris la main sur le politique, et on a du mal à imaginer que ces addicts à l'argent et au pouvoir accepteraient de décroître ou de réduire leurs émissions à 2 tonnes par an. Et ce sont eux qui, de plus, financent généreusement les partis politiques et les nombreux think tanks chargés de saboter tout ce qui pourrait nuire à leurs fructueuses affaires. Venons-en pour finir aux leaders de cette religion de l'argent, les États-Unis. Ils sont les champions toutes catégories de ce monde d'excès qu'ils ont largement contribué à laisser advenir en supprimant progressivement tous les freins réglementaires sur son chemin. Qu'on se rappelle le fameux adage de Ronald Reagan déclarant que l'État était le problème. Autrement dit, supprimer les lois, les réglementations, les organismes de contrôle, baisser les impôts et laisser faire le marché, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ils ont largement fait école, poussant à la roue en jouant sur la puissance du roi dollar, y compris par les moyens les plus déloyaux, mais surtout en ouvrant la porte partout à l'avidité, à la cupidité, à la quête d'argent facile, en dressant des murs d'opacité et de dissimulation, d'où émergent de temps à autre quelques révélations scandaleuses, bien vite oubliées et digérées. Et les États-Unis sont donc l'exemple parfait des effets délétères de cette collusion entre finance et politique, désormais largement diffusée sur la planète, et que je vais illustrer par un exemple qui concerne les enjeux climatiques. Le Parti républicain et le Parti démocrate pensaient tous deux que le changement climatique était réel. Il était causé par l'homme et le gouvernement devait intervenir pour y remédier. I'm Nancy Pelosi, lifelong Democrat and Speaker of the House. And I'm Newt Gingrich, lifelong Republican, and I used to be Speaker. We don't always see eye to eye, do we, Newt? No, but we do agree our country must take action to address climate change. The Koch brothers have made billions and want to ensure the government doesn't limit their ability to make more. Koch Industries is the second largest private corporation in the U.S. They've made those billions through coal, chemicals, and oil. At Koch, our 130,000 global employees make things like the fuels to fill your tank. Koch, we make that. The Koch brothers, les frères Koch ont fait savoir au sein du Parti républicain que tout républicain qui accorderait une quelconque crédibilité au changement climatique devrait faire face à un opposant lors des primaires et que les frères Koch financeraient cet opposant. The Kochs and their partners spent at least $40 million in the 2010 U.S. elections. I'm proud to be one of the hundreds of lawmakers on all levels of government to sign the Americans for Prosperity No Climate Tax Pledge. Et presque du jour au lendemain, on est passé d'un parti où une majorité reconnaissait la réalité du changement climatique à un parti où presque plus personne n'était prêt à l'admettre, parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, ils étaient morts. But we do agree our country must take action to address climate change. That was a striking ad for me, striking ad for, I think, a lot of Republicans around the country. Well, first of all, it's probably the dumbest single thing I've done in recent years. It is inexplicable. I actually don't know whether global warming is occurring. Voilà donc deux milliardaires qui menacent de dépenser leur argent dans nos élections pour changer un choix politique fondamental, d'une manière qui a rendu impossible pour une décennie, peut-être 2 décennies, la possibilité même d'aborder cette question. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax.
Comment penser que l'on pourrait agir efficacement au niveau mondial sur le réchauffement climatique quand le grand pays leader, champion des émissions par habitant, est sous l'emprise de puissants groupes conservateurs qui soit ne reconnaissent pas la réalité du problème climatique, soit le font passer loin derrière une prospérité économique qui justifierait tous les excès. En fait, les trois éléments que je viens d'évoquer, compétition, finance, États-Unis, sont trois facettes d'un même système qui imprègne complètement les relations internationales et qui constitue l'obstacle majeur pour agir sur le climat. Et je montrerai dans de prochaines vidéos où je détaillerai mes démonstrations qu'il est l'aboutissement logique et extrême de l'avidité qui a été le moteur des conquêtes ouvertes par l'étrave des caravelles de Vasco de Gama et de Christophe Colomb, pour reprendre la jolie expression de Sophie Bessis. Et ce système paraît aujourd'hui avoir atteint un niveau d'aboutissement paroxystique où ses nuisances l'emportent largement sur les bienfaits qu'il a aussi contribué à produire. Et il faut constater, comme le fait Alain Frachon, l'incroyable niveau actuel de délitement des institutions politiques, économiques et financières, après une suite grandissante de dérives éthiques et morales qui nous ont conduits à un niveau d'inégalité qui menace l'avenir du vivre ensemble. J'aime pas le mot crise, mais la crise de crédibilité des institutions politiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de confiance dans les mécanismes institutionnels, plus confiance dans le président une fois qu'il a été élu, plus confiance dans le Congrès? Si on regarde les sondages aux États-Unis, il y a un effondrement total de la crédibilité, de la confiance accordée aux institutions politiques du pays. On a menti aux électeurs. On a menti en 2003 sur l'Irak, mensonge d'État. On a menti aux gens en 2008 lors de la crise de Wall Street. Personne n'a payé. Impunité totale de Wall Street. Et donc l'image des élites s'est effondrée. Effectivement, un effondrement de l'image des élites qui déborde largement le seul territoire américain. Comment ne pas reconnaître chez nous les mêmes effets de ce système, gangréné par le pouvoir des lobbies et de l'argent, par les fake news et les mensonges, par le cynisme et la cupidité, par le pouvoir d'un petit groupe qui draine vers lui de plus en plus de richesses et qui emporte l'ensemble des pays occidentaux vers un délitement du tissu social et d'inquiétantes dérives populistes. C'est, je crois, en décalant notre regard pour voir comment est regardé l'Occident de l'extérieur que peut revenir le sens que nous avons perdu. Revenons par exemple à Sophie Bessis, qui nous dit que le processus de mondialisation arrivant à son achèvement, il serait logique que cela permette de reposer la place de l'Occident dans le monde et sa relation aux autres. Et en effet, le climat nous pose un objectif individuel clair qui doit être équitable, intangible et universel pour tous, que l'on soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Et rien ne pourrait justifier le maintien d'un quelconque privilège pour échapper à cette exigence d'équité. Dès lors, les changements à opérer sont clairs pour tous. On a d'ailleurs vu la responsabilité évidente de l'Occident dans les excès d'émissions qui justifieraient en plus un engagement des pays concernés pour capturer les essais de CO2 qu'ils ont émis et qui menacent l'humanité tout entière. Voilà d'ailleurs ce que nous rapporte l'écrivain indien Amitav Ghosh sur l'opinion publique en Asie à ce sujet. Si vous demandez, nous dit-il, à une personne indienne, indonésienne ou chinoise, vous savez que le changement climatique est une vraie menace pour votre pays, êtes-vous prêt à réduire votre empreinte carbone? La réponse sera non. Pourquoi changerait-on? L'Occident est à la source de ce problème. Il s'est enrichi à nos dépens lorsque nous étions faibles, il s'est accaparé les ressources de la terre et les a dilapidées, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus si faibles, alors il est temps pour nous de nous rattraper. Bien oui, bien sûr, on peut le comprendre. Et il serait temps qu'en Occident, nous fassions évoluer nos points de vue, beaucoup trop centrés sur nous-mêmes. Il serait temps que nous réalisions la responsabilité de la civilisation blanche européenne chrétienne qui n'a eu de cesse, depuis le XVIe siècle, d'organiser le monde pour son plus grand profit, sans trop se soucier des dégâts collatéraux. Cela a certes produit de grandes choses, et nous faisons beaucoup d'efforts pour le mettre en avant. Mais cela a aussi conduit au grand remplacement des populations d'Amérique du Nord et d'Australie, à décimer les populations d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'une partie de l'Afrique, et quelques beaux massacres aussi du côté de l'Asie,
a imposé par la force à la Chine des relations commerciales dont elle ne voulait pas et qui ont affaibli ce pays, qui a traversé ensuite plus d'1 siècle et demi d'humiliation, de massacres, d'invasions et de pillages. Des violences dont le monde porte encore de profondes séquelles non digérées. Une soif de revanche pour certains qui augure mal des possibilités d'entente nécessaires à la prise en compte des problèmes climatiques. Il nous faut réaliser aussi que l'hyperpuissance états-unienne est l'aboutissement logique de cette tendance à faire émerger une concentration de puissance pour dominer les autres. Et l'on ferait bien de songer à la puissance de ce que met au grand jour le procès des auteurs de la tuerie de masse du Bataclan. Des centaines de vies bouleversées, des syndromes post-traumatiques inimaginables, des familles marquées à vie, des traces indélébiles, mais aussi de formidables histoires de résilience. Tout cela à jamais inscrit dans les veines de notre histoire et que ce procès permet de révéler au grand jour et de partager entre tous. Et peut-on penser que ce que notre civilisation européenne chrétienne a produit de violence, d'humiliation et de massacres à des dizaines, voire peut-être même à des centaines de millions d'exemplaires partout sur la planète pendant 5 siècles, que cela pourrait rester un détail de l'histoire, le prix à payer pour transmettre une civilisation supérieure à des êtres inférieurs, sans que nous n'ayons jamais un retour de bâton, une remontée des traumatismes. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a partout en Occident une très vive résistance pour regarder en face ces aspects sombres de nos passés conquérants. Et donc un refus de nous donner une chance de comprendre ses effets sur la géopolitique contemporaine, à un moment où les crises se succèdent en accéléré, avivant les peurs de déclin, de décadence, sur lesquelles jouent avec succès quelques populistes ambitieux. Et l'on assiste plutôt au réveil des velléités dominatrices, agressives. On relève les drapeaux de la grande civilisation européenne. Les suprémacistes blancs s'affichent au grand jour. On nous encourage à un moi d'abord patriotique, dans un climat qui rappelle étrangement celui des années 30, dont on connaît la désastreuse issue. La réalité, nous dit Amitav Ghosh, c'est que le monde se prépare au changement climatique, non pas en cherchant à les atténuer, mais en se préparant à la guerre. Ne nous y trompons pas, nous sommes là au cœur des questions qui vont décider de ce que sera notre avenir, intelligent ou chaotique. Et soit on regarde lucidement notre histoire et l'on accepte, côté occidental, d'abandonner les privilèges de 5 siècles de domination pour aller vers un partage équitable de quotas de ressources et d'émissions, de revenir sur des inégalités indécentes. Soit on prend le risque d'aller vers des guerres, le chaos de la compétition entre tous, le chaos intérieur entre ultra-riches et pauvres sur fond de désastres climatiques. Alors il peut paraître difficile de ne pas se décourager face à des forces mortifères en action qui semblent inarrêtables. Mais ce modèle qui nous conduit irrémédiablement dans le mur va vers l'épuisement de ces arguments. Et je garde pour ma part toujours en bonne place l'idée que l'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Les choses avancent très vite. Il y a 4 ans, le mot décroissance était complètement inaudible. Et chacune des crises qui se succèdent maintenant en accéléré donne lieu à des avancées de la conscience collective. Déjà, une partie significative des jeunes générations se tourne vers des modes de vie plus humains, plus soutenables, plus en rapport avec des valeurs qui sont piétinées par le monde de l'argent. Et ce mouvement ne fera que croître. On se moque des porte-paroles de la jeunesse, mais l'avenir est de leur côté, et cela se retournera à un moment donné contre les moqueurs. Et puis, ce modèle dominant, ayant le courage de le reconnaître, prend l'eau de toutes parts. L'indécence, la cupidité, la toute-puissance de la finance ne tient que par l'injection de liquidités des banques centrales. Fermez le robinet et tout s'écroule. Pareil pour la dette abyssale qui montre bien l'impasse d'un système de monnaie-dette qu'il faut réinventer de toutes pièces. Pas mieux du côté du monde du travail, à force de tirer sur la corde de l'asservissement, de la précarité, à force de vider de sens tout ce qui touche à l'humain
pour servir des actionnaires avides de gains de court terme et qui en plus s'exonèrent de l'impôt, ont produit des burn-out, de la souffrance au travail, de l'épuisement, un ras-le-bol grandissant qui entraîne une désaffection justifiée des candidats prêts à servir ce système. On voit poindre aussi le début de pénuries qui signent la trop grande pression sur l'environnement, liée à cette folie de la croissance à tout prix, et nous serions bien avisés d'anticiper le déclin annoncé du pétrole. Enfin, les tensions géopolitiques révèlent la fragilité d'un système mondialisé qui nous rend très interdépendants les uns des autres. Et c'est sans doute une autre partie du message fondamental que nous délivre le climat. Vous êtes liés entre tous par une communauté de destin. Trouvez à vous entendre pour résoudre le problème ou ça va très mal se passer. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a généré, disait Albert Einstein. Alors cessons de regarder en arrière pour dégager toujours les mêmes recettes mortifères, guerrières, conquérantes, bagarreuses, qui consistent à vouloir imposer notre volonté aux autres par la force. Sortir des rapports de force, discuter avec tout le monde, trouver des compromis, lâcher prise, accepter des modes de vie moins prédatrices, aller vers la sobriété, c'est la direction que nous devons prendre. Et s'il y a une chose que nous devons conquérir, ce sont nos talents intérieurs, et pas pour être plus fort que le voisin ou gagner plus d'argent que lui, mais pour apporter le meilleur de nous-mêmes à une communauté du vivant qui en a bien besoin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, et pour conclure, je dirais que ce que le climat est en train de nous faire vivre, si l'on veut bien décaler un peu notre façon de penser pour le voir, c'est une chance qui nous est donnée de grandir en humanité. Il est vrai qu'on n'a pas bien le choix, mais c'est souvent comme ça dans la vie, c'est le dos au mur qu'on se réveille et qu'on trouve la force de réagir. Et au même titre qu'un individu a besoin des épreuves de la vie pour se façonner, j'ai la conviction que l'humanité est un processus évolutif qui traverse un moment clé de cette évolution. La mondialisation, enfin réalisée, à l'issue d'une course en avant un peu folle, le climat vient à point nommé nous donner de nouveaux repères pour la suite. Il nous incite à la sagesse, à la sobriété, à nous calmer, à ralentir, à prendre le temps de nous parler, de nous accorder, pour revoir notre façon d'habiter la Terre, de fonctionner ensemble, de nous relier au vivant. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à faire part de vos idées. Vos questions et suggestions sont les bienvenues. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à vous abonner, à mettre un pouce pour contribuer à la rendre plus visible. À bientôt, et en attendant, portez-vous bien et bougeons-nous pour la planète.